I have a secret for you. J'ai un secret pour vous. J'ai un secret. Ce que vous et moi discutons ici, si ouvertement et qui ressemble à de la propagande russe, est très répandu dans la communauté diplomatique. Parce que nous sommes des professionnels. Nous sommes des pros. Nous n'avons rien à voir avec la politique. Nous sommes au service de la politique. Nous savons tous très bien ce qui s'est passé à Istanbul. Nous savons tous qu'ils préparaient un coup d'État. Les Américains préparaient un coup d'État depuis environ 10 ans. Nous savons qui a reçu l'argent. Nous savons qui était derrière le coup d'État. Nous savons ce que Yanukovych voulait faire. Nous savons absolument tout. Et entre nous, libres de contraintes, nous parlons comme je parle avec vous. Tout est faux, Pascal. Tout est faux. All is false, Pascal. All is false. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz des études sur la neutralité, et aujourd'hui je parle avec l'ambassadeur José A. Zorrilla. L'ambassadeur Zorrilla a rejoint le service diplomatique espagnol en 1973, devenant consul général à Milan, Shanghai et Moscou, et enfin ambassadeur d'Espagne en Géorgie en 2011. L'ambassadeur Zorrilla est également un cinéaste et scénariste passionné, ainsi qu'un analyste avisé des relations internationales. Par conséquent, aujourd'hui nous voulons parler de l'Espagne, de l'avenir de l'Europe et de la diplomatie dans un monde multipolaire. Ambassadeur Zorrilla, bienvenue. Ambassador Zorrilla, welcome. Hello, Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre émission. Well, thank you very much for saying yes to Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté que je vous écrive un email. J'aimerais en savoir plus sur l'Espagne. Mais d'abord, je me demande vraiment ce que vous pensez de la situation actuelle, où nous voyons enfin, après 3 ans, le retour de la diplomatie dans une situation vraiment horrible. Je veux dire, surtout en Ukraine, la guerre en Europe de l'Est. Pendant longtemps, il y a eu un refus absolu de l'Occident, et surtout des États-Unis, de l'administration Biden, de même décrocher le téléphone et d'avoir une conversation avec leurs homologues russes. Et maintenant, tout cela se passe. Assistons-nous au retour de la diplomatie dans la politique mondiale? Are we seeing the return of diplomacy to world politics? Well, to world politics, I don't know, but definitely to Eh bien, en ce qui concerne la politique mondiale, je ne sais pas, mais certainement pour le scénario ukrainien, sans aucun doute. Et c'est une initiative bienvenue. C'est une très bonne idée, et elle n'aurait jamais dû être abandonnée. C'est difficile à croire. Souvenez-vous, à l'époque où l'Union soviétique existait et représentait une menace existentielle pour l'Occident, c'était en effet une menace existentielle, l'ambassadeur Chernomyrdin, qui a représenté son pays pendant très longtemps à Washington, avait une place réservée pour se garer au département d'État. Aujourd'hui, même pas de compte bancaire. Vous savez, l'ambassade de Russie en Espagne, par exemple, n'a pas de compte bancaire en raison des sanctions. C'est du jamais vu. Et je suis ravi de voir que finalement, les deux factions belligérantes ont décidé de se rencontrer en Arabie Saoudite. Mais de toute façon, vous allez discuter, parler, ce qui est très bien, au lieu de, vous savez, simplement vous entretuer sur le champ de bataille par procuration ou non. Oui. By proxy or non-proxy. Yeah. It's very good. C'est très bien. Vous savez, une grande partie de la discussion qui est sortie de Washington et de Bruxelles ces 3 dernières années a été que, oh non, l'OTAN n'est pas en guerre avec la Russie. Nous soutenons simplement la victime de l'agression. Et donc, en disant qu'ils n'ont pas leur mot à dire, qu'ils ne peuvent pas pousser à des négociations, êtes-vous d'accord pour dire que c'était le summum de la malhonnêteté? Do you agree that that was the height of dishonesty? Pascal, this is a blatant lie. Pascal, c'est un mensonge flagrant. C'est un mensonge. 1990 En 1990 ou 1991, comme vous voulez, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, les États-Unis avaient un choix. L'un était le choix proposé par l'Allemagne. L'Allemagne s'est présentée avec une carte. Vous pouvez trouver la carte dessinée dans le livre de Mary Sarraute, Not One Inch. Elle est là, dessinée.
Et la sécurité de l'Eurasie allait de la Bretagne en France au Kirghizistan en Extrême-Orient. Donc c'était global, inclusif. Et l'alternative était celle des Américains avec l'OTAN. Les Américains ont rejeté catégoriquement la notion allemande parce qu'ils pensaient qu'elle était, entre guillemets, édentée. Donc il fallait que ce soit, oui, édenté. Il devait y avoir une sorcière. Il devait y avoir une sorcière. Et la sorcière était l'OTAN. Il devait y avoir une sorcière. Et tout cela venait de l'ancienne doctrine de l'impérialisme anglais, Mackinder. Jamais l'union entre l'Allemagne et la Russie. C'est tout. Deuxièmement, suivant les conseils de la Rand Corporation et de Wolfowitz, au lieu de créer une sécurité collective, ils ont essayé d'entrer dans tout le pays que l'Union soviétique a quitté et ainsi finalement conquérir le monde, auquel ils étaient destinés par la destinée manifeste, qui est la base de leur politique depuis le début du XIXe siècle. Eh bien, le résultat est visible pour tout le monde. Vous savez, des guerres sans fin, des crimes, du sang, du capital et 3 trillions. 3 trillions, c'est un an de déficit. En bref, une politique insoutenable. Et la fin, bien sûr, est arrivée avec Donald Trump. Maintenant, l'idée que nous avons une guerre mais que nous n'avons pas de guerre est hypocrite. Pendant des années, de 1990 à 2014, le coup de Maïdan, les États-Unis ont financé et soutenu toutes les ONG et institutions possibles. Nous avons vu la préparation du coup d'État qui a finalement eu lieu en 2014 avec le Maïdan. C'est faux. C'est totalement faux que Yanukovych était un épouvantail russe. Il ne l'était pas. Vous avez sûrement vu plus d'une fois un concert de piano. Il y a une main gauche et une main droite. Quel était le but stratégique de Yanukovych? Il savait que l'Est était pro-russe et que l'Ouest ne l'était pas. L'idée était de faire en sorte que les deux sonnent harmonieusement. Maintenant, c'était un non-non pour les États-Unis. Ils voulaient une Ukraine unie sous l'influence de Kiev. Bien sûr, cela a définitivement soudé les États-Unis d'Amérique. Maintenant, pour quiconque connaissant même superficiellement l'histoire de l'Ukraine, il était impossible que la partie orientale du pays obéissent aux ordres d'une élite qui considère leurs ancêtres et les fondateurs de la patrie comme les nazis, Stepan Bandera, Roman Shukevich, Konovalets, etc. et Stetsko. Impossible. Même, Kissinger l'a dit. Vous avez l'article. Si cela vous intéresse, vous êtes un professionnel. Henry Kissinger, dans le Washington Post, le 5 mars 2014, a publié un article et a dit que cela mènerait à des divisions territoriales et à une guerre civile. Maintenant, les États-Unis voulaient que la guerre continue parce que cela affaiblirait la Russie, que je ne sais pour quelle raison ils considèrent comme un danger, vous savez. À part, vous savez, c'est un très grand pays. Il a 12 fuseaux horaires différents. À part cela, c'est un danger pour personne, vous savez. Pas que je sache. Ensuite, il y avait, vous savez, cela n'est pas du tout mentionné, mais c'est vrai. Et les sources de tout ce que je vais dire maintenant sont Victoria Nuland, Oleksiy Arestovich, qui était la main droite de Zelensky, et David Arakamia, un autre des grands noms de l'Ukraine, de la nouvelle Ukraine. Et ils ont dit et répété qu'un accord de paix avait été signé avec des initiales entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'ils sont allés à Washington. Et Washington a dit, comment se fait-il que vous ayez signé une paix? Qu'est-ce que c'est que ça? Et les autres, ils sont très innocents. Les pauvres Ukrainiens étaient très innocents. Et ils ont dit, eh bien, Poutine ne veut aucun territoire, vous savez. Il n'a aucune ambition territoriale. La seule chose qu'il veut, c'est que nous ne rejoignions pas l'OTAN. Et puis Biden a dit, non, mais c'est l'objet de tout. C'est le but. Pas d'OTAN, pas de paix. Il y a la guerre, et nous vous donnerons tout le soutien nécessaire, et vous finirez par gagner.
Non seulement ils ont fait cela, mais ils sont allés en Géorgie et ils ont essayé de les convaincre d'ouvrir un deuxième front. La Géorgie a sagement dit non. Maintenant, dire qu'ils ont été attaqués sans raison par les Russes est franchement incompréhensible. By the Russians is quite frankly incomprehensible. But the most incomprehensible of all is that everybody in the Mais le plus incompréhensible de tout, c'est que tout le monde en Occident a participé, vous savez, à ce genre de mensonges. Donc tout le monde est d'accord pour dire que l'Ukraine était un pays normal, n'a rien fait de mal, rien ne s'est passé. Et puis un vampire des steppes, un cynique, Dracula, a envahi l'Ukraine. Ce n'est pas vrai. Un journaliste a demandé au directeur de la sécurité, « Désolé, accepterions-nous la militarisation de nos frontières ?» Et Salima a dit, « Bien sûr que non. Nous interviendrions de manière décisive. Donc ce que nous n'acceptons pas, la Russie doit l'accepter. Pourquoi? Évidemment, comme je l'ai dit auparavant, parce que nous sommes différents. Obviously, as I said before, because we are different. We have been chosen by God to extend. Nous avons été choisis par Dieu pour étendre le républicanisme et la démocratie dans le monde entier. Donc, nous sommes différents. De plus, les îles Salomon se trouvent à 9300 km de la côte des États-Unis. Les îles Salomon ont dit « Nous aimerions ouvrir une base chinoise ». Et le département d'État, 2 jours après, a dit « Jamais ». En considérant tous ces arguments, dire que Poutine a envahi sans raison est tout simplement incroyable. Ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, Trump, la nouvelle administration, commence à dire exactement, Pascal, ce que je vous dis. Donc vous écoutez Trump. So you are listening to Trump. No, we really, I mean, we had a Non, battle of nous avons narrative, vraiment, right? And je veux dire, nous avons eu une bataille de récits, n'est-ce pas? Et des gens comme nous, qui disions que c'était le summum de l'irresponsabilité. Arrêtez cette provocation et arrêtez l'escalade incroyable de ce conflit. Nous étions décriés comme des marionnettes de Poutine et nous étions décriés comme pro-russes et pro-Kremlin. Alors que tout ce que nous voulions, c'était arrêter les combats et parvenir à une sorte d'accord. Ce que je ne comprends pas, je veux dire, je comprends pourquoi l'administration Biden a fait cela. I do understand why the Biden administration did that. I do understand why people like Victoria Nuland, Je comprends pourquoi des personnes comme Victoria Nuland et Anthony Blinken, dans leur état d'esprit, ont une mentalité néoconservatrice de « nous devons contrôler le monde » et rien de moins qu'une domination totale n'est suffisant. Je comprends comment cela a du sens pour eux. Ce que je ne comprends pas, ce sont les Européens. Comment ont-ils pu suivre? Et vous étiez un diplomate actif dans les années précédentes. Je veux dire, quel était le consensus ou quelle était la vision du corps diplomatique des Européens? Parce que je sais qu'ils se rencontrent, n'est-ce pas? Vous vous rencontrez entre vous. Quelle était la vision sur l'Ukraine et sur la Russie? Était-ce une progression lente vers ce récit stupide? Ou était-ce tout d'un coup et tout le monde était silencieux? or was it all of a sudden and everybody was silent? You ask a very difficult question to ask. And if Vous posez une question très difficile. Et si vous étiez plus âgé, je répondrais en latin, car il y a un très bon début en latin sur tout cela. Je ne sais pas. La même Allemagne qui a offert à la carte de l'Eurasie une sécurité globale. La même Allemagne qui a dit non, l'Ukraine et la Géorgie ne devraient pas faire partie de l'OTAN en 2008, a créé cette incroyable, je ne sais pas comment l'appeler, imposture, qui est Minsk, pour tromper la Russie, ce qui est incroyable. Je veux dire, ils ont créé Minsk avec l'idée de donner du temps à l'Ukraine pour s'armer. Maintenant, la philosophie de l'Union européenne est la paix. Ils donnaient du temps à l'Ukraine pour s'armer et aller à la guerre. Maintenant, vous me posez une question à laquelle je ne peux tout simplement pas répondre. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ce soudain renversement de fortune? I don't know why. Why this sudden reversal of fortune? Why this sudden turncoat? I don't understand. Pourquoi ce revirement soudain? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Mais je dois dire que mes homologues en Europe, et surtout les gars au sommet, n'ont pas la moindre idée de stratégie. Ils ne savent rien. Ce sont une bande d'ignorants. J'insiste, ignorance totale.
Et maintenant, ils ont mis le sort de l'Europe unie, pour ainsi dire, entre guillemets, entre les mains de gens qui détestent la Russie, comme les pays baltes et la Pologne. Maintenant, passons à la stratégie 101. Quel est le principe de la stratégie? L'intérêt. Défendre l'intérêt de votre pays. Maintenant, quel est le principal objectif des Baltes et de la Pologne? Détester la Russie. Maintenant, si vous basez votre stratégie sur l'intérêt, une fois que vos intérêts sont satisfaits, réalisés, il y a deux, ça se termine. Ça prend fin. The battle finishes, comes to an end. But if you hate, there is no way to satisfy. Mais si vous détestez, il n'y a aucun moyen de satisfaire votre haine. C'est comme l'intimidation. Je ne sais pas si vous connaissez la maladie qui remplit certaines personnes d'un appétit insatiable, la boulimie. Maintenant, quand vous mangez beaucoup, quand vous mangez trop, vous n'essayez pas de satisfaire votre appétit. Vous essayez de satisfaire votre anxiété. Et l'anxiété ne peut pas être comblée ou satisfaite par la nourriture. Ici, c'est la même chose. Les pays baltes et la Pologne ne seront jamais satisfaits de notre politique envers la Russie parce qu'ils détestent la Russie. C'est aussi simple que ça. Ils détestent. Par conséquent, ce ne sont pas des pays stratégiques. Ils ne sont pas conçus comme une entité stratégique. Et par conséquent, ils sont incapables de conduire l'Union européenne à des conclusions sérieuses ou rationnelles. C'est le problème. Non, non. I No. was wondering for a while that, you know, this Je me suis demandé pendant un moment à propos de ce terme russophobie, qui existe depuis un certain temps, suggérant que les Européens sont russophobes et poursuivent donc ces politiques. Cela me semble en partie faux, parce que la phobie implique la peur. Et il ne semble pas y avoir de peur. S'il y avait une peur de la Russie, alors vous ne mèneriez pas de telles politiques autodestructrices qui pourraient potentiellement vous faire exploser par la chose que vous craignez, n'est-ce pas? Pensez-vous donc que cette idéologie de non pas peur de la Russie, mais haine de la Russie, est devenue... Elle a dû être là de manière latente tout le temps. Mais maintenant, il y a eu un moment où cela pouvait être vécu à nouveau par l'ensemble de l'Europe occidentale. could be lived out again by the entirety of Western Europe. Is this kind of a Est-ce une sorte de... Est-ce un complexe caché des Européens envers les Russes? Parce que depuis 250 ans, les Européens essayent de conquérir la Russie, et ils échouent à chaque fois. Qu'est-ce qui crée cela? Je veux dire, Napoléon l'Allemagne une fois, Hitler, tout le temps. Et les Russes disent, comme les gars, nous ne nous sentons pas en sécurité à côté de vous. Et puis les Européens, je veux dire, nos médias nous font croire que la Russie et Poutine sont les déraisonnables. Je veux dire, ces 200 dernières années, je ne comprends pas comment les Européens peuvent être si aveugles envers notre propre histoire avec les Russes. Well, you know, it has taken me a lot of time. Eh bien, vous savez, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à ces conclusions que je vous propose avec prudence. But Mais la Russie est très grande. Si vous voulez dominer le monde, you have to vous devez conquérir la Russie. This is Napoleon. C'était la philosophie de Napoléon, et c'est la philosophie des États-Unis. We want- Nous voulons dominer le monde. How can we rule the Comment pouvons-nous dominer le monde si le centre de l'Eurasie n'est pas conquis? possible? C'est impossible. Nous devons conquérir le monde. Point final. C'est clair. And Et vous savez, il y a quelque chose qui est rarement mentionné, parce que les Britanniques sont convaincus qu'ils sont les meilleurs au monde. because Brits, Il est vrai qu'ils ont leurs propres critiques, vous savez, les éminents victoriens, etc. it's true that they have their Mais au bout du compte, ils pensent qu'ils ont toujours eu raison. etc. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui est rarement mentionné. Think that, you know, they were always right. Now let me tell you something that is rarely mentioned. After Napoleon comes one of the most, I would say, Après Napoléon vient l'un des moments les plus, je dirais, sinistres et tristes de l'histoire de l'Occident. was about to La Russie, un pays chrétien, était sur le point de conquérir la Turquie. Et alors, Istanbul, non, Constantinople, aurait été à nouveau chrétienne. England prevent L'Angleterre a empêché cela avec la guerre de Crimée. Si aujourd'hui, nous ne pouvons pas prier à Sainte-Sophie, si aujourd'hui les cloches ne sonnent pas dans cette ville, si ce n'est pas la Constantinople d'antan, c'est à cause de la guerre de Crimée. and
Et les Britanniques en sont très fiers parce que si vous allez à Londres, vous verrez toutes les statues des héros, entre guillemets, de Crimée là-haut, dans le Mall. La guerre de l'opium, encore une fois, est différente. Mais les portraits des gars qui ont commis ce génocide sont à l'intérieur du Parlement. Les peintures, les portraits des gars qui ont fait ça. Mais revenons à la Russie. Si l'Angleterre avait adopté une pensée occidentale normale, lorsqu'ils ont vu que la Russie était sur le point de conquérir la Turquie, oui, les Romains, en fait pas la Turquie, l'Empire ottoman, s'ils avaient réagi à cela de manière chrétienne, normale, ils auraient permis aux Russes de conquérir Constantinople et de la transformer à nouveau en ville chrétienne. Et ne me dites pas qu'ils ne le savaient pas. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, quand ils étaient ennemis de la Turquie, ils ont externalisé la conquête de Constantinople à la Grèce. Et la Grèce a échoué. Donc ils savaient depuis le premier jour ce qu'ils faisaient. Sans aucun doute. C'est la première étape. C'est le premier, disons, chapitre. Napoléon, l'Angleterre, et puis encore la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelque chose de rarement mentionné, mais Truman a dit, entre guillemets, disons après la guerre, 20 millions de morts ne suffisent pas. Truman, Harry Truman. 20 millions de morts ne suffisent pas à affaiblir la Russie. C'est incroyable, mais vrai. Et lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, Zhirinovsky a dit « Gardez un œil surtout sur la Russie, car la Russie pourrait bien sûr redevenir puissante. » Et nous avons le témoignage, je ne sais pas si vous le savez, de Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs a aidé la Pologne, et la Maison-Blanche l'a appelé et a dit « Jeff, excellent travail, félicitations. » D'accord. Maintenant, Jeffrey Sachs va à Moscou et fait quelque chose de très similaire, et ils reçoivent un appel téléphonique. « Jeff, qu'est-ce que tu fais? C'est un plan très similaire à celui de la Pologne. » Et ils disent « Oui, mais la Pologne est un ami. La Russie ne l'est pas. » Oui, il raconte cette histoire de nombreuses fois. N'oubliez pas cela. Ils ont toujours été dans la ligne de mire. Toujours dans la ligne de mire. Parce qu'ils ont 12 fuseaux horaires différents. Si vous ne contrôlez pas ces 12 fuseaux horaires, vous ne pouvez pas contrôler le monde. C'est un fait. Ils sont un objet de désir. Pensez-vous que l'approche européenne était principalement due au leadership politique? Ou était-ce, permettez-moi de dire, d'après votre expérience avec vos homologues européens à l'époque des années 90, 2000, début des années 2010, les diplomates, le genre de diplomates professionnels, pas les nommés comme le fait les États-Unis, mais des diplomates professionnels qui commencent comme, disons, troisième secrétaire et gravissent les échelons, n'est-ce pas? Oui, ils ont une bonne connexion entre eux et ils forment en quelque sorte une communauté épistémique, n'est-ce pas, à travers les pays. Cette vision de la Russie était-elle partagée ou à l'époque était-elle beaucoup plus nuancée? La Russie faisait-elle partie du noyau diplomatique européen ou y avait-il toujours une division? J'ai un secret pour vous. J'ai un secret. Ce que vous et moi discutons ici, si ouvertement, et qui ressemble à de la propagande russe, est très répandu dans la communauté diplomatique. Parce que nous sommes des professionnels. Nous sommes des pros. Nous n'avons rien à voir avec la politique. Nous sommes au service de la politique. Nous savons tous très bien ce qui s'est passé à Istanbul. Nous savons tous qu'ils préparaient un coup d'État. Les Américains préparaient un coup d'État depuis environ 10 ans. Nous savons qui a reçu l'argent. Nous savons qui était derrière le coup d'État. Nous savons ce que Yanukovych voulait faire. Nous savons absolument tout. Et entre nous, libres de contraintes, nous parlons comme je parle avec vous. Tout est faux, Pascal. Tout est faux.
Vous savez, j'ai beaucoup remarqué cela parce que les diplomates sont des observateurs très compétents. Ils ne peuvent souvent pas dire ces choses publiquement, mais ils les observent et ils le savent. Mais ensuite, parce que vous êtes les serviteurs des politiciens, n'est-ce pas, vous devez plier votre volonté selon les politiciens. Mais est-ce que cela est réellement connu parmi les diplomates? Is this known actually among the diplomats? Well, as I tell you, I became slightly. Eh bien, comme je vous le dis, je suis devenu légèrement, juste un peu célèbre en Espagne, parce que, vous savez, j'ai dit que si j'étais un ambassadeur en service actif, je ne pourrais pas dire ce que je dis maintenant. C'est la vérité. Il en va de même pour les militaires. Ne pensez pas un instant que les militaires sont une bande d'idiots. Non. Ils sont très intelligents et ils savent très bien ce qui se passe. En fait, une histoire personnelle. J'ai une très bonne relation avec un établissement militaire. Et un jour, nous déjeunions à l'école d'état-major. Donc la conversation, vous savez, s'est déroulée ainsi. Tout le monde était très poli. Rien d'intéressant n'a été mentionné, vous savez. Après le déjeuner, l'un des participants, l'un des invités, est venu avec moi et nous avons flâné un peu dans les rues de Madrid. Et tout à coup, il m'a dit, frontalement, « Ambassadeur, tout le monde dit que la Russie est notre ennemi. » Everybody says that Russia is our enemy. Do we have to be part of this world at the price? Devons-nous faire partie de ce monde au prix d'un mensonge aussi flagrant? Allez comprendre. Alors nous savons tous. Mais si vous dites ce que je dis maintenant, et que vous êtes sur le point de devenir général, vous pouvez oublier de devenir général. Si vous êtes un général 2 étoiles et que vous voulez devenir un général 3 étoiles, oubliez de dire cela. Vous ne pouvez pas. Et avec les ambassadeurs, c'est pareil. La Russie est mauvaise, point final. Et même s'ils savent parfaitement que ce n'est pas le cas. Absolument. Donc ce sont deux couches différentes, vérité et non-vérité. C'est quelque chose qui, franchement, me dérange beaucoup, parce que nous vivons dans une bulle de mensonges, et c'est quelque chose qui m'est très difficile d'accepter. En laissant de côté le fait que des gens m'ont autrefois insulté et m'ont dit que j'avais reçu de l'argent de Poutine dans une publication quotidienne d'Espagne, d'importance, pas numérique, de quelque chose, papier. Je veux dire, c'est juste de la diffamation flagrante. Juste de la diffamation et des insultes envers les personnes qui ne sont pas d'accord. C'est aussi une partie du mécanisme de contrôle de l'opinion, n'est-ce pas, qui essaye d'intimider les autres pour les soumettre. C'est une approche très méchante. Mais ça fonctionne. Le fait est que ce que nous devons reconnaître, c'est que ça fonctionne. Cela fonctionne comme un outil pour s'assurer que vous avez la majorité de la population derrière vous, afin de mettre en œuvre des politiques si stupides qu'elles pourraient pulvériser le continent européen. Je veux dire, si les choses avaient pris une autre tournure et que des ogives nucléaires avaient commencé à voler, nous, Européens, serions morts. Peut-être avec les Russes, mais nous serions morts. Et nous étions prêts à le faire. De la même manière que l'OTAN a trouvé un moyen de mener une guerre par procuration avec une armée étrangère contre leur ennemi stratégique. Notre travail est donc d'expliquer comment cela est possible et de trouver des mécanismes pour l'empêcher à l'avenir, car ces gens sont des psychopathes. Avez-vous quelque chose à ajouter sur la façon de prévenir cela, ou sur ce qui a si horriblement mal tourné si l'intelligentsia comprenait réellement ce qui se passait, mais que ce n'est pas l'intelligentsia qui guide le navire? C'est tout. Eh bien, vous avez très près de vous, à Wellington, en Nouvelle-Zélande, à l'Est, un professeur Van Jackson. Et il affirme que ce que faisait Biden était une sorte de keynésianisme militaire. Donc, comme vous le savez, Keynes disait que la façon de maintenir la marmite en ébullition était de dépenser beaucoup d'argent public dans les travaux publics. Biden a dit pas dans les travaux publics, mais dans les guerres et dans l'armée,
et dans le complexe militaire. Très bonne idée. Maintenant, comment quelqu'un achète tout cela? Très simple. L'argent. L'argent. USAID, tous les médias du monde reçoivent de l'argent d'eux. All the media in the world receive money from them. CNN, New York Times, CNN, New York Times, Washington Post, tout le monde. Ils inondent le monde d'argent. Et tout le monde, au final, croit que, eh bien, l'Ukraine est un pays normal, innocent, vous savez. Et qu'elle a été attaquée par ce monstre qui se trouve être Vladimir Vladimirovitch Poutine. Maintenant, ils ont commodément oublié que, vous savez, les gars à la tête en Ukraine sont des gens qui se considèrent comme les héritiers de Bandera, Šuškevich, Stetsko. Ils ont tué 1,5 million de Juifs. Il y a un livre à ce sujet, un best-seller. Il s'appelle Bloodlands. Il a été écrit par Timothy Snyder. Il est très bien connu de tout le monde. It's very well known by everybody. How can they name in a stadium? Comment peuvent-ils nommer un stade du nom de Roman Šuškevich, un homme qui figure dans toutes les encyclopédies de l'Holocauste, un homme qui a détruit le ghetto de Ternopil? Comment est-ce possible? Comment est-il possible qu'ils hissent les bannières du Blutenboden, les bannières rouges et noires? Les mêmes drapeaux qui flottaient dans l'air quand ils ont tué les gens, qu'ils ont tués, le pogrom horrible. Vous pouvez le voir, tout le monde peut le voir. C'est sur YouTube, vous savez, ce programme. Les drapeaux au conseil municipal, ces mêmes drapeaux flottaient là. C'est obscène, Pascal. C'est obscène. Je ne peux pas l'accepter, vous savez. It's obscene, Pascal. It's obscene. I can't accept it, you know. No, it's very hard to even deal with it on an intellectual. Il est très difficile de traiter cela même sur un plan intellectuel. Puis-je vous interroger sur votre propre pays et sur l'Espagne? Parce que les pays qui ont beaucoup fait parler d'eux dans les médias à propos de la guerre en Ukraine étaient la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, même la Pologne et les pays baltes. Mais je n'ai rien entendu à propos de l'Espagne. Quelle a donc été l'approche de l'Espagne? S'est-elle simplement alignée ou y a-t-il eu une opposition significative? Was there any kind of meaningful Well, opposition? we follow suit. Americans say that these are Nous avons suivi le mouvement. Les Américains disent que c'est notre ennemi. Nous appliquons les règles. C'est tout. Point final. Maintenant, ce qu'ils pensent chez eux quand ils prennent le petit déjeuner avec leurs épouses, c'est une autre histoire. C'est différent. Mais définitivement, nous suivons le mouvement comme tout le monde. Vous savez, les États-Unis ont décidé que Poutine est mauvais. Alors tout le monde dit que Poutine est mauvais. Maintenant, la question est l'inverse. Maintenant, la chose incroyable, vous savez, c'est qu'il y a un principe en droit international, la succession des États. The succession of the states. So what Trump is doing now? Donc, ce que Trump fait maintenant devrait tenir compte du fait qu'avant lui, une autre administration a fait autre chose. Mais il est l'héritier de ces initiatives et stratégies. Mais ce n'est pas le cas. Quand Trump arrive et dit « D'accord », eh bien, non seulement je ne suis pas d'accord avec cela, mais je considère que l'Ukraine est complice de cette horrible guerre, ce qui est vrai, a été déclenchée par mon propre pays. Mais sans votre aide, Ukraine, la guerre n'aurait pas existé. Par conséquent, vous allez me rembourser tout l'argent que Biden vous a donné. Oui, je pense que c'est la première fois dans l'histoire. Yeah, I think this is the first time in history. I don't know. I feel just so incredibly. Je ne sais pas. Je me sens tellement désolé pour l'Ukraine et la Russie. Je veux dire, c'était une guerre civile inutile. Et l'Espagne a traversé une guerre civile inutile. Et c'était horrible pour l'Espagne. C'était terrible. Et cela a causé beaucoup de souffrance pendant des décennies. Et ce sera la même chose ici. Et tout cela pour un grand jeu d'échecs. Parce que certaines personnes pensent que cela sera d'une manière ou d'une autre bénéfique pour leur carrière. C'est tellement difficile à comprendre. Il est clair que dans la question de l'Ukraine, la guerre est survenue parce que les États-Unis voulaient élargir l'OTAN et ils voulaient que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. C'est l'origine de tout. Parce que Poutine a été très clair. Je ne veux pas de territoire. La seule chose que je veux,
c'est que vous ne rejoignez pas l'OTAN. Point final. Et puis, les États-Unis ont dit, vous devez rejoindre l'OTAN, allez en guerre. Maintenant, si vous me demandez, pensez-vous que rejoindre l'OTAN pour un pays comme l'Ukraine devrait être la cause d'une guerre criminelle et brutale? Et maintenant, nous savons, grâce à Time It, vous savez, le périodique, très célèbre périodique, Père Drinan Lutzer, il y a longtemps, nous savons que Biden n'a jamais cru que la victoire était possible. C'est encore plus un crime. C'est même juste la guerre pour la guerre. Et la conversion d'un État qui fonctionnait, je veux dire un statut qui fonctionnait. Parce que lorsque l'Ukraine, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, l'Ukraine a été placée dans une catégorie spéciale à traiter, parce que l'Occident comprenait que l'Ukraine est si spéciale, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir des arrangements spéciaux pour avoir des lieux de discussion, pour échanger, diplomatiquement. Et tout cela était clair. Et puis cela a été progressivement renversé. Pensez-vous qu'il y aura à nouveau de la confiance? Comment feriez-vous si vous étiez chargé de reconstruire la confiance entre l'Europe et la Russie pour y parvenir? Car à ce stade, je pense que la relation est tellement empoisonnée. Comment vivons-nous ensemble sur ce continent que nous partageons? Eh bien, Pascal, la situation est la suivante. La géographie est la géographie. Cela ne va pas changer. Par conséquent, nous devons revenir amis avec la Russie. Point final. Maintenant, si tout a été déclenché, organisé, financé et soutenu par les États-Unis et qu'ils ont trouvé un moyen de parler à la Russie avec plus de raison et de fondement, nous, pauvres pays européens, pouvons aller à Moscou pour réparer les liens. Ce n'est pas si difficile. Vous y allez et commencez à réparer les liens. D'accord, nous ne le pensions pas vraiment, vous savez. Je suis vraiment désolé. Nous supprimons les visas pour vous, pour commencer, et très lentement, dans quelques années, nous serons à nouveau amis. Les choses ne seront probablement jamais les mêmes pendant longtemps, disons 10 ans ou quelque chose comme ça, mais rien ne dure éternellement. Souvenez-vous de Napoléon. Et ensuite, ils sont devenus de très bons amis avec la France. Ils ont signé la fameuse alliance entre la France et l'Empire russe. Ce n'était pas la cause de la Première Guerre mondiale, mais de toute façon, l'une des raisons de la Grande Guerre. Même si Napoléon avait attaqué la Russie, rien n'est éternel. Sur Facebook, après des années sans mentionner la Russie, de charmantes dames commencent à apparaître et disent « Savez-vous comment dire en russe ? Bonjour ?» Brillant. Et si vous voulez être plus formel, c'est, vous savez, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc cela vous donne une idée, vous savez. C'est inévitable. Ils sont proches de nous. Ils ont 12 fuseaux horaires. Nous devons être amis. C'est tout. Maintenant, comment les Russes peuvent-ils recevoir Madame Kallas? Madame Kallas, qui est notre PESC, vous savez, femme de la politique étrangère, a dit, eh bien, si Poutine perd la guerre, vous savez, ce sera bien parce que la Russie deviendra, vous savez, beaucoup de petits pays, et ce sera, vous savez, mieux pour tout le monde. Maintenant, si vous étiez le ministre des Affaires étrangères de la Russie, recevriez-vous cette personne? Non. Non, ce serait tout simplement impensable. Impensable. Comment un ministre des Affaires étrangères peut-il dire cela à propos de votre voisin? Vous savez, un voisin avec 12 fuseaux horaires différents, en défendant la division territoriale de ces gars par des moyens militaires. C'est une ignorance totale. C'est une ignorance totale. Mais j'ai une question de plus. Parce que vous étiez à Tbilissi en 2011, et c'était après la courte guerre entre la Russie et la Géorgie. Et c'était juste à un moment où Saakashvili a perdu le pouvoir, puis le rêve géorgien est arrivé au pouvoir, et il y a eu ce changement.
Et la Géorgie était en quelque sorte une version précoce, ou aurait pu être une version précoce de l'Ukraine, avec une guerre beaucoup plus grande, n'est-ce pas? Mais cela s'est calmé. La population géorgienne, maintenant depuis 8 ans, plus de 8 ans, désolé, cela fait maintenant 12 ans, est très consciente que vous ne pouvez pas vous faire un ennemi de la Russie sans beaucoup souffrir, n'est-ce pas? Pour des raisons pragmatiques, ils ont décidé de ne pas remettre au pouvoir les forces qui transformeraient la Géorgie en un autre ennemi de la Russie, n'est-ce pas? Et ils ont toujours leurs problèmes. Ils veulent toujours récupérer leur région. Ils n'ont toujours pas de représentation diplomatique dans les pays de l'un et de l'autre, mais ils ne sont pas prêts à faire de la Russie un ennemi. C'est le retour du réalisme, je dirais, pour une population. Pensez-vous que le reste de l'Europe peut également revenir à une approche plus saine et à une manière de penser plus saine à propos de leurs voisins et ne pas tout diviser en bien contre mal, ce qui n'a jamais été le cas au départ? Absolument. Regardez la Roumanie. Ils ont vu ce qui arrive à un pays lorsqu'il décide d'aller à fond contre la Russie. La destruction s'ensuit. L'Ukraine est bien détruite pour les 100 prochaines années. Donc la Roumanie en prend certainement note. Et la Géorgie a très récemment dit qu'on lui avait proposé d'ouvrir un second front. Nous avons dit non, nous avons raison. L'Ukraine est détruite. Nous avions raison. Ce qui doit être critiqué et blâmé, c'est l'Union européenne. Car si la Géorgie ne condamne pas la Russie et ne sanctionne pas la Russie, elle ne fera pas partie de l'Union européenne, à laquelle 83% des Géorgiens aimeraient appartenir. Nous agissons comme un chien de garde. Je suis absolument contre cela, car je connais les Géorgiens. Tous veulent faire partie de l'Union européenne. Et l'Union européenne a dit, d'accord, condamnez la Russie, sanctionnez la Russie. Et ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Lorsque Saakashvili a été porté au pouvoir par un coup d'État, appelons un chat, un coup d'État, le taux d'intérêt en Géorgie a grimpé à 25%. Dites-moi quelle économie peut fonctionner avec un taux d'intérêt de 25%. Eh bien, des ONG financées par les États-Unis ou des ONG financées par le National Endowment for Democracy. À part cela, rien à faire. Et les pays étaient isolés parce que l'interface avec le monde était la Russie. Si la Russie coupe les liens, alors ils sont perdus. Ils ne peuvent pas. Je veux dire, un minimum de réalisme rend impossible d'être 100% pro-américain. Ils doivent maintenir un équilibre. Après tout, le principe de bon voisinage est crucial dans les relations internationales. Le bon voisinage est totalement ignoré par les États-Unis, car tous les coups d'État par les États-Unis se déroulent précisément aux frontières de la Russie. C'est un blasphème en termes de relations internationales. C'est un blasphème. Vous ne pouvez pas faire ça. Oui, et il y a eu plusieurs autres tentatives en Biélorussie et au Kazakhstan qui ont échoué ou qui ont... En Arménie, en Yougoslavie au début, au Kirghizistan. Le Kirghizistan a produit une terrible, vous savez, lutte constante, lutte ethnique, affrontement ethnique constant entre Kirghizes et Ouzbeks. C'est définitivement inacceptable. Inacceptable. Pensez-vous que... J'espère que finalement Trump mettra fin à tout cela. Oui, ce serait très très bienvenu. Mais les Européens, ou les personnes au pouvoir en Europe, les dirigeants de plusieurs pays, pas tous mais plusieurs d'entre eux, ainsi que l'Union européenne, je veux dire la majorité d'entre eux, pas tous, mais la majorité des personnes dans l'Union européenne, appartiennent à un groupe très spécial de personnes de pensée, encore une fois, à une communauté épistémique. Et ils ont lié leur chance et toute leur carrière politique si étroitement aux États-Unis, que maintenant que les États-Unis s'éloignent, et non seulement s'éloignent, mais les poignardent dans le dos en faisant quelque chose avec ceux qu'ils croyaient être l'ennemi. Que pensez-vous que cela fera à ces personnes
qui sont encore au pouvoir. That what do you think will this do to these people who are still in power? They still have the possibility to wreck. Ils ont encore la possibilité de détruire la politique sur notre continent. Que pensez-vous qu'ils feront? Parce que jusqu'à ce que la prochaine génération arrive au pouvoir, nous devrons au moins passer encore 15 à 20 ans. Malheureusement, à moins que ces personnes ne soient massivement balayées par des élections populaires, elles vont rester et essayer de se venger. Que pensez-vous qu'il va se passer? What do you think that will happen? Well, only it's impossible. I mean, look. Eh bien, c'est impossible. Je veux dire, regardez, il faut parler doucement à la Pologne, parce qu'après tout, ils ont disparu 4 fois. Ils ont beaucoup souffert. Mais il faut expliquer doucement, avec sensibilité, à nos amis polonais. Regardez, vous dépensez beaucoup d'argent pour financer votre haine de la Russie. Mais faites attention, car pour être accepté à la table des grands, vous devez être parrainé par l'un des aînés. Pas d'aînés. Peu importe combien de millions vous dépensez, vous n'êtes rien. Et votre champion, qui était les États-Unis, a disparu. Donc tout l'argent que vous avez dépensé en armes équivaut à rien. Sans les États-Unis, rien. Que dire du Royaume-Uni? Eh bien, Starmer me fait penser à un majordome entre 2 emplois, parce que les États-Unis ont disparu. C'est un majordome, mais le duc est fini, donc il ne sert personne. Quant à la France, eh bien, c'est un président mourant. As to France, well, he's a dying president. He's about to leave. Now, how about the others? Il est sur le point de partir. Maintenant, qu'en est-il des autres? Vous avez précisément cerné la question. Que va-t-on faire avec ces incroyables, vous savez, ignorants? Eh bien, franchement, je ne sais pas. Mais vous savez, pour eux, le sens de la honte doit être terrible. Ils ont passé la majeure partie de, disons, 10 ans à dire « Oh, comme c'est merveilleux, vous savez, les vêtements qui couvrent l'empereur. Or, argent, pierres précieuses, j'aime. » Et puis le satrape dit « Pourquoi dites-vous que mes vêtements sont merveilleux? Ne voyez-vous pas que je suis nu? C'est la situation. Que peuvent-ils faire maintenant? Ils sont totalement et complètement en disgrâce et hors de la réalité. Maintenant, ce qui peut arriver maintenant est à méditer pour tout le monde. C'est impossible à savoir. Je n'ai pas de bonnes vibrations. Je ne fais pas très confiance à tous ces gars. Donc je suis convaincu qu'ils ne feront pas ce qui est bon pour le bien commun. Mais ils essaieront de faire ce qui est bon pour leur postérité. Oh, eh bien, cela va être une énigme pour moi pendant un bon moment. Comment nous avons réussi à nous mettre dans ce pétrin? Parce que les années 1990 étaient si pleines d'espoir, n'est-ce pas? Elles étaient pleines d'espoir de tous côtés. Oui, oui. Même du côté des Russes. Yes, yes. But, you know, I had a very rigid. Tu sais, j'ai eu une vie catholique très rigide, une éducation, tu sais, à l'époque de Franco. Donc j'ai tendance à voir les choses comme une tentation. Alors l'Union soviétique s'effondre, et l'Allemagne, avec les ailes d'un ange, vient et dit « Regarde, c'est le paradis ». Tout ce que nous avons à faire, c'est accepter les méchants dans le royaume. Faisons-le. Mais ensuite, il y a Méphisto, tu sais, chuchotant à l'oreille des États-Unis. Va pour le tout. Le monde sera à toi. Tu le mérites. Dieu t'a choisi. Tu es le peuple élu. Détruis ces maudites musiques. Dis-leur comment vivre en liberté, en démocratie et conquérir le monde. Et puis, les États-Unis sont tombés dans la tentation et ont commencé une voie de destruction qui a coûté un nombre infini de victimes, d'argent, de capital, de sang, peu importe. Peut-être que c'est la façon de le voir. Peut-être qu'au moins cela a du sens avec une histoire de tentation et d'échec. Parce que nous, pauvres mortels, ne pouvons tout simplement pas résister. Si le biscuit a l'air trop délicieux, nous ne pouvons tout simplement pas résister. Très bien, très bien. Tentation et échec, c'est tout. L'ange déchu, l'ange déchu, l'ange déchu de l'autre côté de l'étang. Ambassadeur José Azoria, merci beaucoup pour ces explications. Y a-t-il un endroit où les gens qui écoutent cela
peuvent aller lire vos écrits? Publiez-vous quelque part régulièrement? J'ai ma propre chaîne sur YouTube, mais elle est en espagnol et elle n'est pas sous-titrée pour le moment. Et en ce moment, je vais publier une interview très intéressante avec quelqu'un de conservateur qui a été conseiller du ministre des Affaires étrangères sous Yanukovych. Et cela sera sous-titré. Veuillez me l'envoyer et je le distribuerai également via les commentaires à mon public afin qu'ils puissent le trouver. Vous devez me dire quelle est votre adresse email. Donnez-moi un email. Je vous enverrai mon email dans un instant pour que nous puissions rester en contact. Ambassadeur Zorrilla, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci à vous, Pascal. C'était très agréable de pouvoir exprimer mes pensées avec une telle liberté absolue. Merci beaucoup. Merci.